La baronne Helena a jeté une chaise brisée au visage de l'orphelin pour l'humilier devant tout le domaine. Elle pensait se débarrasser d'un déchet, d'un vestige encombrant du passé, mais elle venait de lui remettre, sans le savoir, la clé de sa propre ruine. Ce qu'elle ignorait, ce que personne dans cette cour poussiéreuse ne pouvait soupçonner, c'est que le bois de jacaranda sombre cachait le secret qui prouvait que cette terre n'avait jamais été la sienne. Le jeune Tiago risque sa vie pour protéger un morceau de bois vermoulu, alors que les chiens de la garde sont déjà à ses trousses. À la fin de cette histoire, la baronne perdra sa couronne de fer et la vérité éclatera devant les autorités de la province. Mais pour l'instant, le sang coule sur le front du garçon. Tout commence au domaine de l'Anse Noire, une terre grasse et humide nichée dans le creux du Reconcavo. Ici, l'air pèse une tonne. Il sent le sucre brûlé, la sueur rance et la terre qui a trop bu de larmes. Dans cette plantation, le temps semble s'être arrêté, figé par la volonté d'une femme que tout le monde craint. La baronne Helena. Elle n'est pas née avec ce titre, elle l'a arraché. Elle porte des robes de soie noire qui traînent dans la poussière, et son regard est aussi froid que l'acier d'une lame de coupeur de canne. Elle règne sur des centaines d'âmes avec une main qui ne tremble jamais, surtout quand il s'agit de frapper. Tiago, lui, n'a que 14 ans, mais ses yeux en ont vu assez pour remplir 3 vies d'homme. C'est un garçon silencieux, trop silencieux. Il bouge comme une ombre entre les rangées de cannes et les écuries. Il ne parle pas, il observe. Il a cette capacité rare, presque effrayante, de se souvenir de chaque détail, de chaque seau de cire sur les lettres qui arrivent à la grande maison, de chaque signature sur les registres que le régisseur laisse traîner. Il survit comme esclave sur une terre qui, selon ses souvenirs embrumés, appartenait autrefois à son père. Son père, un homme dont le nom a été effacé des mémoires locales comme on gratte une tache sur un plancher. On raconte qu'il est mort d'une fièvre soudaine, une de ces maladies qui vous emportent en une nuit dans ces régions tropicales. Mais Tiago se souvient du verre de vin que la baronne lui avait tendu ce soir-là. Il se souvient de la pâleur de son père et de la façon dont Helena avait souri alors qu'il s'effondrait. Juste après, les titres de propriété avaient changé de main. L'homme libre était devenu un cadavre, et son fils, un matricule dans le grand livre de l'Anse Noire. Remarquez bien ceci. À cette époque, certains appelaient ça le bon vieux temps, mais ce n'était que de la barbarie avec un titre de noblesse et des manières de salon. La baronne déteste Tiago, pas seulement parce qu'il est le fils de l'homme qu'elle a trahi, mais parce que chaque fois qu'elle croise son regard, elle y voit une étincelle qu'elle n'arrive pas à éteindre. C'est pour cela qu'elle cherche chaque occasion de le briser. Ce matin-là, le soleil tapait déjà fort sur les tuiles de la maison de maître. Helena était sur la véranda, entourée de ses invités, des notables venus de la ville pour discuter de la récolte. Elle voulait montrer son pouvoir, sa supériorité. Elle a fait appeler Tiago. Le garçon est arrivé, les pieds nus dans la terre battue, la tête basse. À côté de la baronne se trouvait une vieille chaise en jacaranda, un meuble magnifique autrefois, mais dont l'un des pieds était fracassé et le dossier fendu. C'était la chaise préférée du père de Tiago, un objet chargé de souvenirs, un symbole de l'époque où ils étaient respectés. D'un geste brusque, Helena a poussé la chaise. Le bois lourd a basculé, heurtant Tiago au niveau de l'épaule et de la tempe. Le craquement a résonné dans le silence de la cour. Les invités ont ri, un rire gras et complice. « Tiens » a-t-elle craché avec un mépris qui aurait pu geler le ruisseau voisin. « Prends cette ordure. C'est tout ce qui reste de ton héritage. Emmène-la aux écuries et brûle-la ou dors dessus si tu veux. Mais je ne veux plus voir cette ruine dans ma vue. » Tiago a ramassé la chaise sans dire un mot. Le sang coulait de sa tempe, traçant un chemin rouge sur son visage couvert de poussière. Mais alors qu'il soulevait le meuble, quelque chose a changé. Le poids n'était pas celui qu'il attendait. Le jacaranda est un bois dense, certes, mais cette chaise avait un balancement étrange. En la saisissant par le pied brisé, il a senti une vibration sourde, un petit choc à l'intérieur du bois. Ce n'était pas le bruit d'une fissure, c'était le bruit de quelque chose de solide qui bougeait dans un espace trop étroit. Le régisseur, un homme massif nommé Silveira, s'est approché en faisant claquer son fouet contre sa botte de cuir. Silveira est l'ombre de la baronne, son bras armé. Il a des yeux de rat qui fouillent partout, cherchant toujours une raison de punir. Il a regardé le garçon avec suspicion. « Qu'est-ce que tu attends, petit? Dégage de là avant que je ne t'aide avec mon pied d'au derrière. »
Tiago a serré les dents et a traîné la chaise vers les dépendances. Chaque pas était une agonie, non pas à cause de la blessure à la tête, mais parce qu'il sentait le regard de Silveira brûler dans son dos. Le régisseur sentait que quelque chose n'allait pas. Il ne savait pas quoi, mais son instinct de prédateur s'était éveillé. Une fois à l'abri des regards, derrière le vieux moulin à sucre qui ne servait plus que de remise, Tiago a posé l'objet. Ses mains tremblaient. Il a passé ses doigts sur le pied de la chaise, là où le bois était fendu. C'est là qu'il a vu un éclat inhabituel. Pas de la sève, pas de la moisissure. C'était un reflet métallique, minuscule, caché au plus profond de la cassure. Il s'est souvenu alors de Zé du moulin, le vieux charpentier qui travaillait autrefois pour son père. Zé était un homme de peu de mots, mais il avait toujours eu un faible pour le garçon. Quelques jours avant la mort du père de Tiago, Zé avait passé des heures enfermé dans l'atelier avec cette chaise. Tiago l'avait vu manipuler des mèches de forage fines et de la colle de poisson. À l'époque, il pensait que le vieil homme réparait simplement le meuble. Aujourd'hui, avec le recul, il comprenait que Zé préparait un coffre-fort que personne ne penserait à fouiller. Le problème, c'est que la baronne venait de donner l'ordre de détruire cet objet. Et si Tiago ne le faisait pas immédiatement, Silveira viendrait vérifier. Le temps pressait. La chaleur devenait étouffante sous le toit de tôle de la remise. Tiago a cherché un outil, n'importe quoi pour ouvrir le bois sans faire de bruit. Mais il n'avait rien, ses mains étaient vides et son corps était épuisé par des années de travaux forcés. Soudain, un bruit de pas a résonné sur le gravier. Le cœur de Tiago a manqué un battement. Il a jeté un sac de jus de salle sur la chaise juste au moment où l'ombre de Silveira s'allongeait sur le sol de terre battue. Le régisseur est entré, un sourire cruel aux lèvres. Il tenait une boîte d'allumettes à la main. « La baronne a changé d'avis », a dit Silveira d'une voix traînante. « Elle veut que je m'assure personnellement que ce vieux bois finisse en cendres. Elle dit que ça portera chance pour la visite du colonel Brandon qui arrive demain. On ne veut pas de vieilleries qui traînent quand l'inspecteur royal est là, n'est-ce pas ?» Silveira a avancé vers le tas de jute. Tiago s'est interposé, essayant de paraître plus petit et plus insignifiant qu'il ne l'était. « Je vais m'en occuper, monsieur le régisseur. Je voulais juste la démonter pour que ça brûle mieux. » L'homme a plissé les yeux. Il a senti l'hésitation dans la voix du garçon. « Tu es bien pressé de t'en occuper tout seul. Qu'est-ce qu'il y a? Tu espères trouver quelques pièces d'or cachées dans les doublures. Ton père était un rat. Il a dû cacher son butin quelque part avant de crever. » D'un revers de main, Silveira a envoyé Tiago valser contre les sacs de grains. La force de l'impact a rouvert la plaie sur son front. Le garçon a vu des étoiles, mais il n'a pas crié. Il a regardé impuissant le régisseur arracher le sac de jute et révéler la chaise en jacaranda. L'homme l'a soulevée d'une main, la trouvant étonnamment lourde, mais il n'y a pas prêté plus d'attention que cela. Il l'a jetée au milieu de la cour, là où un petit tas de détritus attendait déjà d'être brûlé. « Regarde bien, petit », a ricané Silveira en frottant une allumette. « C'est ça, ton héritage, de la fumée et de la honte. » La flamme a pris sur un morceau de papier gras, puis a commencé à lécher les pieds de la chaise. Tiago sentait une panique froide monter en lui. Le secret de son père, sa seule chance de liberté, l'acte d'affranchissement dont Zé lui avait un jour parlé à demi-mot, tout cela allait disparaître en quelques minutes dans un brasier insignifiant. Mais ce que le régisseur ne savait pas, c'est que le jacaranda est un bois qui résiste au feu. Il ne s'enflamme pas comme le pin ou l'eucalyptus. Il brûle lentement, avec une fumée épaisse et odorante. Et surtout, il y avait ce cylindre de métal à l'intérieur du pied. Si la chaleur devenait trop forte, le métal pourrait fondre ou le parchemin à l'intérieur pourrait noircir jusqu'à devenir illisible. Alors que Silveira s'éloignait pour aller chercher un seau d'huile pour accélérer le processus, Tiago a pris une décision folle. Il s'est précipité vers le feu naissant. Les flammes lui léchaient déjà les chevilles. Il ne pensait plus à la douleur, ni aux conséquences si on le prenait. Il devait récupérer ce morceau de bois. Il a saisi le pied brisé de la chaise, celui qui contenait le secret. Le bois était déjà brûlant, la peinture craquelait sous l'effet de la chaleur. Il a tiré de toutes ses forces. Un craquement sec s'est fait entendre. Le pied s'est détaché du reste de la carcasse avec une violence qui l'a projeté en arrière. Au même moment, il a entendu le cri de rage de Silveira qui revenait avec le seau d'huile. « Espèce de petit démon! Tu essaies de sauver tes souvenirs ?» Le régisseur a couru vers lui, le fouet déjà levé. Tiago n'avait qu'une fraction de seconde.
Il a glissé le morceau de bois chaud sous sa chemise de toile grossière, ignorant la brûlure contre sa peau. Il a attrapé un autre morceau de bois quelconque qui traînait par terre, un vieux manche de houx cassé, et l'a brandi comme s'il essayait de défendre son maigre trésor. Silveira l'a rattrapé et lui a asséné un coup de fouet qui lui a lacéré le dos. Tiago a hurlé, lâchant le manche de houx dans la poussière. Le régisseur a ramassé le morceau de bois sans valeur et l'a jeté dans le feu avec un rire méprisant. « Tu veux ça? Tiens, regarde-le brûler !» L'homme pensait avoir triomphé. Il pensait avoir brisé le dernier lien de Tiago avec son passé. Il ne s'est pas rendu compte que le garçon, recroquevillé au sol et tremblant de douleur, serrait contre son ventre le véritable trésor, celui qui portait en lui le poison qui allait détruire la baronne Helena. Mais le danger était loin d'être écarté. Tiago était maintenant marqué, blessé, et il cachait un objet encombrant sous sa chemise dans un domaine où la moindre bosse suspecte pouvait mener à une fouille mortelle. Et surtout, le colonel Brandon arrivait le lendemain. Si Tiago ne parvenait pas à extraire le document et à s'approcher de l'inspecteur royal, tout ce sacrifice n'aurait servi à rien. Alors qu'il se traînait vers les écuries pour soigner ses plaies, Tiago a croisé le regard de Zé du moulin. Le vieux charpentier était appuyé contre un poteau observant la scène de loin. Il n'avait pas bougé, il n'avait pas aidé. Mais dans ses yeux tristes, Tiago a vu un éclair de compréhension. Zé a fait un geste imperceptible de la tête vers la vieille grange au fond du domaine. Un message codé. C'est là que le véritable jeu a commencé. La baronne croyait avoir gagné une bataille d'humiliation, mais elle venait d'ouvrir une brèche dans son propre rempart. Elle ignorait que dans les mains d'un enfant qui n'a plus rien à perdre, un simple morceau de bois brûlé peut devenir une arme plus redoutable qu'un canon. Le problème, c'est que Silveira n'était pas convaincu. Il restait là, à regarder le feu, sentant que quelque chose lui avait échappé. L'odeur du jacaranda brûlé flottait dans l'air, une odeur de justice et de sang, et le régisseur commençait déjà à regretter de ne pas avoir achevé le garçon sur le champ. La douleur sous la chemise de Tiago était comme une morsure de serpent qui refusait de lâcher prise. Le morceau de jacaranda, encore brûlant lorsqu'il l'avait arraché au feu, marquait sa peau d'une trace rouge et boursouflée. Mais il ne pouvait pas gémir. Il ne pouvait pas s'arrêter. Dans ce domaine, la douleur est une compagne constante, mais la peur, elle, est une boussole. Il s'est glissé dans l'ombre de l'écurie, là où l'odeur forte du crottin et du foin mouillé étouffait celle du bois calciné. Il devait cacher cette preuve avant que le régisseur Silveira ne finisse sa ronde, car cet homme avait un nez pour la trahison, comme un chien de chasse pour le sang. Silveira n'était pas un imbécile. Il avait vu l'étincelle dans les yeux du garçon devant le brasier. Il savait que Tiago n'aurait pas risqué un coup de fouet juste pour un souvenir sentimental. Le régisseur marchait maintenant lourdement vers les quartiers des esclaves, faisant claquer son fouet contre ses bottes. Ce bruit, c'était le métronome de la plantation, un rappel constant que personne n'était jamais vraiment seul, jamais vraiment en sécurité. Regardez bien ceci. Certains appellent cela la coutume, mais c'est de la cruauté pure et simple, avec un nom et un prénom, une méthode pour briser l'homme avant même qu'il ne pense à se redresser. Tiago s'est accroupi dans le coin le plus sombre de l'écurie, derrière les stalles des chevaux de trait. Ses mains tremblaient alors qu'il sortait le morceau de bois de sa chemise. Le jacaranda était noirci, couvert de suie, mais le cœur du bois restait intact. Il a passé ses doigts sur la fissure. Il sentait le métal, quelque chose de froid et de dur qui ne demandait qu'à sortir. Mais le bois de jacaranda est têtu, c'est un bois de fer. Sans un outil approprié, Tiago ne pourrait jamais extraire ce qui se trouvait à l'intérieur sans détruire le document lui-même. C'est là que le poids de la situation a commencé à l'écraser. Il n'était qu'un enfant de 14 ans, affamé, blessé et traqué. Sa seule arme était un bout de bois calciné. Il pensait à son père. Il revoyait son visage le jour où la baronne Helena était venue pour la première fois visiter leur maison. Elle avait apporté des douceurs, des promesses de partenariat, des paroles mielleuses. Et puis, il y avait eu ce dîner, ce vin sombre, cette chute lente dans l'oubli. Tiago savait au fond de ses entrailles que ce morceau de bois était la voix de son père qui criait depuis la tombe. Mais comment faire parler un mort quand on n'a pas même le droit de lever les yeux? Le problème, c'est que la baronne avait ordonné une grande purge pour l'arrivée du colonel Brandon.
Tout devait être impeccable. Les murs devaient être blanchis à la chaux, les jardins taillés et les quartiers des esclaves fouillés pour s'assurer qu'aucun objet de désordre ne traîne. C'était une tactique classique, montrer une façade de civilisation pour cacher les cadavres dans les placards. Silveira et ses hommes allaient passer chaque recoin au peigne fin. L'écurie ne serait pas épargnée. Tiago a entendu des voix dehors, des rires brutaux. C'étaient les gardes de la baronne. Ils commençèrent la fouille par les entrepôts. Il ne lui restait que quelques minutes. S'il gardait le bois sur lui, il était mort. S'il le cachait dans le foin, il le trouverait. Son regard a balayé la pièce et s'est arrêté sur le tas de fumier frais, à l'extérieur, près de la rigole d'évacuation. C'était sale. C'était humiliant, mais c'était le dernier endroit où un homme portant des bottes vernies irait fourrer ses mains. Il a rampé jusqu'au tas de fumier et a enfoncé le morceau de jacaranda profondément dans la masse humide et chaude. Il a lissé la surface pour ne laisser aucune trace. Juste au moment où il se relevait, une main de fer l'a saisi par le cou. C'était Silveira. Le régisseur avait un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Qu'est-ce que tu fabriques ici, petit rat? Tu te caches pour ne pas travailler ?» Tiago a forcé son visage à rester neutre, malgré la terreur qui lui tordait l'estomac. « Je nettoyais, monsieur le régisseur, comme vous l'avez ordonné. » Silveira a plissé les yeux. Il a regardé les mains de Tiago, couvertes de boue et de fumier. Il a reniflé l'air. L'odeur du fumier était si forte qu'elle masquait tout le reste. « Tu pues, gamin. Tu pues la défaite. Allez, dégage d'ici. Va aider au moulin. Et si je te revois traîner près de la grande maison, je t'arrache la peau du dos, souvenir ou pas. » Tiago s'est éloigné rapidement, sentant le regard de Silveira peser sur sa nuque comme une lame. Il s'est dirigé vers le vieux moulin, là où Zé le charpentier travaillait. Zé était sa seule chance. Le vieil homme était le seul à savoir comment ouvrir ce bois sans attirer l'attention. Mais en arrivant au moulin, Tiago a trouvé une scène qui lui a glacé le sang. La baronne Helena était là, debout au milieu des copeaux de bois, sa robe noire contrastant violemment avec la clarté de l'atelier. Elle parlait à Zé d'un ton sec, presque menaçant. « Je veux que toutes ces vieilles caisses soient brûlées d'ici ce soir, Zé, » disait-elle en frappant le sol de son ombrelle à pommeau d'argent. « Et je veux que tu prépares la grande table pour le dîner de demain. Le colonel Brandon est un homme de détail. Il ne tolère pas la négligence. Est-ce clair ?» Zé inclinait la tête, le visage de marbre. « C'est clair, madame la baronne. » Helena s'est tournée vers Tiago alors qu'il entrait. Elle l'a dévisagé avec un dégoût non dissimulé. « Encore lui ? Pourquoi ce garçon est-il toujours dans mes jambes? Silveira est trop mou avec toi. » Elle s'est approchée de lui, le forçant à reculer. « Tu sais pourquoi je t'ai donné cette chaise, n'est-ce pas? Pour que tu comprennes que le passé est mort. Ton père est mort. Ses titres sont morts. Il ne reste que ce que je décide de laisser subsister. » Elle a ri, un son court et tranchant, puis elle est partie, laissant derrière elle un parfum de lavande qui ne parvenait pas à cacher l'odeur de la corruption. Tiago s'est approché de Zé. Le vieux charpentier ne l'a pas regardé tout de suite. Il a continué à raboter une planche de bois, les mouvements précis et réguliers. « Elle a peur, Tiago, » a chuchoté Zé, si bas que le garçon a dû se pencher pour l'entendre. Elle fait beaucoup de bruit pour cacher le tremblement de ses mains. Elle sait que le colonel n'est pas venu seulement pour le dîner. Il y a des rumeurs en ville. Des plaintes ont atteint la capitale. Tiago a senti un espoir fragile renaître. « J'ai le bois, Zé. Je l'ai sauvé du feu. Mais Silveira surveille le fumier. Je ne peux pas le récupérer sans qu'il le voie. » Le rabot de Zé s'est arrêté. Le vieil homme a enfin levé les yeux. Son regard était chargé d'une gravité qui a fait frissonner Tiago. « Le fumier ? C'est une cachette de courte durée. Dès que la pluie tombera ou que les garçons d'écurie pelleteront, il sera exposé. Tu dois le récupérer ce soir, pendant que la garde change. Mais fais attention, gamin. Le colonel Brandon arrive plus tôt que prévu. On annonce son escorte à l'entrée de la province dès demain matin. » C'était l'information qui changeait tout. Le temps venait de se diviser par deux. Tiago n'avait plus une journée. Il n'avait que quelques heures d'obscurité pour récupérer le cylindre, comprendre ce qu'il contenait et trouver un moyen de le remettre à un homme qu'il n'avait jamais vu, tout en évitant les fouets de Silveira et la surveillance de la baronne. « Aisé, » a ajouté Tiago, la voix tremblante. « Il y a quelque chose qui gratte à l'intérieur, comme si c'était vivant. » Le vieux charpentier a froncé les sourcils. « Ce n'est pas vivant, Tiago. C'est le mécanisme. Ton père ne voulait pas que n'importe qui puisse l'ouvrir.
Il y a un ressort, une sécurité. Si tu forces, le cylindre s'écrase et le papier est détruit par un petit flacon d'encre acide caché à l'intérieur. Tiago a senti son sang se glacer. Ce n'était pas seulement une preuve, c'était une bombe. Un faux mouvement, et la seule preuve de sa liberté deviendrait une tache noire sur un morceau de bois inutile. Le piège était tendu, et la baronne, dans son arrogance, venait de donner à l'orphelin l'allumette qui pourrait tout faire sauter. Mais pour l'instant, le bois dormait dans la merde, et la nuit qui tombait sur l'anse noire promettait d'être la plus longue de sa vie. La pluie a commencé à tomber sur le domaine de l'anse noire avec une violence tropicale, transformant la poussière en une boue collante et noire. Pour beaucoup, c'était une bénédiction après la chaleur de plomb. Mais pour Tiago, c'était le début d'un cauchemar. L'eau ruisselait sur le tas de fumier où il avait caché le pied de la chaise en jacaranda. Si la pluie continuait ainsi, la terre et les excréments seraient emportés, révélant le bois calciné aux yeux de n'importe quel garde passant par là. Le temps ne jouait plus en sa faveur. Chaque goutte qui frappait le sol semblait être un coup de marteau sur le cercueil de ses espoirs. Tiago était tapi dans l'ombre de la remise, le dos lacéré par le coup de fouet de Silveira. La blessure brûlait, une douleur lancinante qui lui rappelait à chaque mouvement qu'il n'était rien ici. Rien qu'un outil que l'on utilise jusqu'à ce qu'il casse. Il regardait par l'entrebâillement de la porte. Le régisseur Silveira n'était pas rentré s'abriter. Il était assis sous l'auvent de l'écurie, une bouteille de cachaça à la main, aiguisant lentement son couteau sur une pierre. Le bruit du métal contre la pierre, crac, 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 coupait le fracas de la pluie. L'homme était nerveux. Son instinct lui soufflait que le garçon cachait quelque chose, et Silveira faisait confiance à son instinct plus qu'à ses propres yeux. Le problème, c'est que le silence de Tiago rendait la baronne Elena encore plus paranoïaque. Dans la grande maison, les lumières brillaient malgré l'heure tardive. On voyait son ombre passer et repasser derrière les rideaux de dentelle. Elle préparait le domaine pour le colonel Brandon, mais dans sa tête, elle préparait une défense. Elle savait que si une seule preuve de ses crimes apparaissait, son titre, ses terres et sa tête tomberaient. Elle avait construit son empire sur un cadavre, et elle sentait maintenant que la terre commençait à recracher ce qu'elle avait enterré. Tiago sentait la panique monter. Il devait agir maintenant. Il a attendu que Silveira porte la bouteille à ses lèvres pour une longue gorgée. Dans un mouvement fluide, presque invisible, le garçon s'est glissé hors de la remise. Il a rampé dans la boue, l'eau froide lui trempant les os, mais il ne sentait plus rien d'autre que l'urgence. Arrivé au tas de fumier, il a commencé à creuser avec ses mains nues. Ses ongles se remplissèrent de saleté, ses doigts heurtèrent des pierres, mais il ne s'arrêtait pas. Soudain, ses doigts ont touché quelque chose de dur, de froid. Le bois. Il a tiré le morceau de jacaranda vers lui. Il était là, plus lourd que jamais. Mais au moment où il s'apprêtait à le cacher de nouveau sous sa chemise, un bruit l'a figé sur place. Ce n'était pas le couteau de Silveira. C'était le grondement lourd d'une voiture à cheval et le galop de plusieurs montures approchant par l'allée principale. Le colonel Brandon était là, avec 12 heures d'avance. Si vous n'avalez pas ce genre de mensonge bien habillé, abonnez-vous. Et dites-moi, cette preuve, ce morceau de bois, était-ce un avertissement ou une sentence? Le chaos s'est emparé du domaine en un instant. Les cris des gardes, les ordres hurlés par Silveira qui avait lâché sa bouteille, et le claquement des sabots sur le pavé mouillé créaient un vacarme assourdissant. La baronne Elena est sortie sur la véranda, un châle jeté à la hâte sur ses épaules, le visage livide. Elle n'était pas prête. La grande table n'était pas dressée, et le poison de sa peur se lisait sur ses traits. Tiago était coincé. Il était au milieu de la cour, couvert de fumier et de boue, avec le morceau de bois dans les mains. S'il bougeait, les cavaliers de l'escorte le verraient. S'il restait là, Silveira finirait par tomber sur lui. Il a aperçu Zé du Moulin qui le regardait depuis le seuil de son atelier. Le vieux charpentier a pointé du doigt la rigole d'évacuation qui passait sous la maison principale. C'était un tunnel étroit, sombre, infesté de rats et de détritus, mais c'était le seul chemin qui ne passait pas par les yeux des gardes. Tiago n'a pas hésité. Il s'est jeté dans l'eau sale de la rigole, serrant le bois contre son cœur. L'obscurité l'a avalé au moment même où la voiture du colonel s'arrêtait devant les marches. Le colonel Brandon est descendu, sa silhouette imposante enveloppée dans un manteau de voyage gris. Il n'a pas salué la baronne. Il a simplement regardé autour de lui,
ses yeux d'inspecteur analysant chaque fissure dans la façade de l'anse noire. « Baronne Helena, » a dit le colonel d'une voix qui a couvert le bruit de l'orage, « je n'aime pas attendre, et je n'aime pas les surprises. Pourquoi y a-t-il une telle odeur de brûlé dans votre cour ?» Helena a bégayé, ses mains torturant le tissu de son châle. « Ce n'est rien, colonel, juste quelques vieux meubles que nous avons éliminés pour faire de la place. Des déchets. »« Des déchets !» a répété le colonel en marchant vers le centre de la cour, là où le brasier s'éteignait sous la pluie. Il a ramassé un morceau de charbon avec le bout de sa botte. « Le jacaranda est un bois précieux, madame. On ne brûle pas le jacaranda sans une excellente raison, ou sans vouloir cacher quelque chose. » À l'intérieur du tunnel, Tiago entendait tout. Les voix résonnaient contre les parois de pierre. Il tremblait, non pas de froid, mais de la responsabilité qui pesait sur lui. Il devait sortir de là. Il devait atteindre le colonel. Mais il se souvenait de l'avertissement de Zé, le mécanisme d'encre acide. S'il essayait de briser le bois maintenant, dans cette humidité, le document serait perdu à jamais. C'est alors qu'il a entendu un bruit terrifiant juste derrière lui, dans le tunnel. Un reniflement lourd. Silveira avait envoyé les chiens. Le régisseur n'avait pas vu Tiago s'enfuir, mais il connaissait le terrain. Il savait où un rat irait se cacher. Le premier chien, un mâtin massif aux yeux injectés de sang, a bondi dans la rigole. Tiago voyait ses dents briller dans la pénombre. Il n'avait aucune arme, seulement le pied de la chaise. Le garçon a reculé, ses mains tâtonnant contre les parois glissantes. Il sentait l'odeur fétide de l'animal. La bête a grogné, se préparant à bondir sur sa gorge. Tiago a serré le bois de jacaranda. Il a réalisé que ce bois était sa seule défense. Mais s'il l'utilisait pour frapper le chien, le choc déclencherait peut-être le mécanisme de destruction. C'était un choix impossible, mourir déchiqueté par les chiens de la baronne ou détruire la seule preuve capable de la faire tomber. Le colonel Brandon, dehors, commençait à perdre patience. « Où est le régisseur ? Je veux que mon escorte soit logée, et je veux voir les registres de propriété, immédiatement. » La baronne a jeté un regard désespéré vers l'obscurité des écuries. Elle savait que Silveira était à la chasse. Elle savait que la vérité était en train de ramper quelque part sous ses pieds. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Tiago, acculé au fond du tunnel, venait de trouver une force qu'il ne soupçonnait pas. Il ne frapperait pas le chien. Il allait faire quelque chose de bien plus dangereux. Il allait parier sa vie sur le fait que son père l'aimait assez pour avoir construit un mécanisme qui reconnaissait la main de son fils. Alors que le chien bondissait, Tiago a enfoncé son pouce dans une petite encoche qu'il venait de découvrir près de la base du pied, là où le bois semblait plus usé. Un clic métallique a résonné, plus fort que l'orage. Le clic n'était pas celui de l'encre qui se déverse. C'était un ressort, un mécanisme de précision que seul un maître charpentier comme Zé, sous les ordres d'un homme aux abois, aurait pu concevoir. Le cylindre de métal a glissé hors de son logement, frappant le museau du matin avec un bruit sec. La bête, surprise par ce mouvement soudain et l'odeur de l'huile de machine qui protégeait le métal, a hésité une fraction de seconde. C'était tout ce qu'il fallait à Tiago. Il a balancé le pied de la chaise de toutes ses forces contre le museau du chien et a grimpé vers une grille d'aération qui menait directement sous les planchers de la grande maison. Le problème, c'est que le tunnel était étroit et que l'eau montait. Tiago rampait dans une boue fétide, entendant les griffes du chien gratter désespérément contre la pierre derrière lui. Chaque centimètre gagné était une victoire contre la mort. Mais alors qu'il atteignait la grille, il s'est figé. Juste au-dessus de lui, les voix résonnaient avec une clarté terrifiante. Il était juste sous la salle à manger. « Vous semblez nerveuse, Helena, » disait la voix glaciale du colonel Brandon. « Le thé est froid, et vos mains tremblent comme si vous portiez tout le poids du domaine sur vos épaules. Ou peut-être est-ce le poids de ce que vous cachez. » La baronne a forcé un rire, un son sec qui ressemblait à un craquement de brindilles. « Vous avez toujours eu le sens de la dramaturgie, colonel. Ce ne sont que les soucis de la récolte. La pluie ruine la canne, et mes hommes sont indisciplinés. » Indisciplinés ? J'ai vu votre régisseur courir après un enfant avec un fouet sous un orage. Est-ce là votre gestion du domaine de l'anse noire? La terreur pour compenser l'absence de légitimité? Le silence qui a suivi était si lourd que Tiago, dans son trou, n'osait plus respirer. Il sentait le cylindre de métal contre sa cuisse. C'était froid, lourd, et ça représentait tout ce que son père avait essayé de lui dire avant que ses yeux ne se ferment pour toujours. Son père n'était pas mort de maladie,
Il avait été effacé, et ce cylindre était le seul morceau de sa voix qui restait dans ce monde de loups. Si vous n'avalez pas ce genre de mensonge bien habillé, inscrivez-vous. Ici, on déterre ce que les puissants ont voulu brûler. Et dites-moi, cette preuve, ce cylindre de métal, était-ce un espoir pour le garçon ou sa condamnation à mort? À cet instant précis, un bruit de bottes lourdes a retenti dans le couloir au-dessus de Tiago. C'était Silvera. Le régisseur est entré dans la salle à manger sans demander la permission, trempé, couvert de boue, les yeux injectés de sang. « Madame la baronne », a-t-il haleté, ignorant la présence du colonel. « Le rat est dans les murs. Il est passé par la rigole. Je vais devoir faire lever les planches de la cuisine. » La baronne Helena est devenue livide. Elle a jeté un regard furtif au colonel Brandon, qui observait la scène avec un intérêt grandissant. « Sortez d'ici, Silvera. Vous êtes ivre. Allez vous occuper des chevaux et laissez nos invités en paix. » Mais Silvera ne bougeait pas. Il savait que si le garçon parlait, s'il montrait ce qu'il avait récupéré, le régisseur serait le premier à monter à l'échafaud. « Il a le bois, madame. Le bois de Jacaranda. Si vous ne me laissez pas le finir maintenant, demain nous dormirons tous les deux dans les cachots de la ville. » Le colonel Brandon s'est levé lentement. Sa silhouette projetait une ombre immense sur les murs blanchis à la chaux. Le bois de Jacaranda? Quelle drôle de coïncidence. On m'a parlé d'une chaise en jacaranda qui contenait les secrets d'une famille entière. Une chaise que vous auriez, paraît-il, ordonné de brûler cet après-midi même. Tiago, sous le plancher, a senti une vague de terreur. Le colonel savait. Ou du moins, il soupçonnait. Mais comment un homme aussi puissant pourrait-il croire un esclave couvert de boue plutôt qu'une femme de la noblesse? Le monde ne fonctionnait pas comme ça. Les documents comptaient, les titres comptaient. Mais le sang de ceux qui travaillaient la terre ne pesait rien dans la balance de la justice impériale. C'est là que le destin a frappé. Une planche a craqué sous le poids de Silvera, juste à l'endroit où Tiago essayait de se faufiler. Le régisseur a baissé les yeux, voyant un doigt sale dépasser d'une fente entre deux lattes de bois. Un sourire démoniaque a étiré ses lèvres. Sans un mot, il a levé son talon ferré et a écrasé de toutes ses forces la main de l'enfant à travers le bois. Le cri de Tiago a déchiré le silence de la grande maison. Un cri de pure agonie qui a fait sursauter les invités et renverser les tasses de porcelaine. « Je le tiens !» a hurlé Silvera en sortant son couteau de chasse. « Je tiens le petit voleur !» Il a commencé à arracher les planches avec une rage de possédé, le bois volant en éclats autour de lui. La baronne Helena restait figée, ses yeux fixés sur le colonel, cherchant une issue, une excuse, un mensonge de plus. Mais le colonel Brandon ne la regardait plus. Il regardait le sol, là où le visage de Tiago apparaissait enfin, couvert de poussière et de larmes, ses doigts broyés, mais sa main gauche serrant toujours, avec une force surhumaine, le cylindre de métal brillant sous la lumière des bougies. « Donne-moi ça, petit démon !» a crié Silvera en se jetant sur lui. Mais avant que le couteau ne puisse frapper, le colonel a sorti son pistolet de son holster et a tiré un coup en l'air. Le fracas a été assourdissant, remplissant la pièce de fumée et d'une odeur de soufre. Le prochain qui bouge finit avec du plomb dans le ventre. « Silvera, reculez. Madame la baronne, asseyez-vous. » Le silence est revenu, plus tranchant qu'une lame. Tiago, à moitié sorti de son trou, tremblait de tout son corps. Il a levé les yeux vers l'homme en uniforme. Le colonel Brandon s'est approché, s'est accroupi dans la poussière sans se soucier de son manteau de luxe, et a tendu une main ferme. « Donne-le-moi, mon garçon, » a-t-il dit, sa voix n'étant plus froide, mais chargée d'une autorité tranquille. « Donne-moi ce que ton père t'a laissé. » Tiago a hésité. Il a regardé la baronne, dont le visage était une image de haine pure. Il a regardé Silvera, qui bouillonnait de rage contenue. Puis, il a déposé le cylindre de métal dans la paume du colonel. Le problème, c'est que le cylindre était verrouillé. Et la seule personne qui savait comment l'ouvrir sans déclencher l'encre acide était Zé le charpentier, qui venait d'être traîné dans la cour par les gardes de la baronne, accusé de complicité et de vol. Le temps se resserrait comme un nœud coulant, et la vérité, si proche, risquait de s'effacer dans un nuage d'encre noire avant même d'avoir été lue. Le colonel Brandon fixait le cylindre de métal, ses doigts gantés de blanc contrastant violemment avec la suie qui recouvrait l'objet. La baronne Helena, acculée, a joué sa dernière carte. Elle s'est avancée,
la voix tremblante mais impérieuse, essayant de retrouver sa superbe. « Colonel, ce que vous tenez là est une affaire de famille, une correspondance privée qui ne regarde en rien l'administration impériale. Rendez-le-moi, ou je ferai en sorte que votre carrière s'arrête dès votre retour à la capitale. J'ai des amis très haut placés qui n'apprécieront pas cette intrusion. » Le colonel a levé les yeux vers elle, un regard de pierre, sans une once de peur. « Vous me menacez, baronne, devant un enfant dont votre régisseur vient de broyer les doigts sous mes yeux ?» Il a tourné le cylindre entre ses mains, cherchant une ouverture, une faille. Mais Thiago, malgré la douleur aveuglante qui lui lançait dans la main droite, a vu le danger. Le colonel, impatient, allait forcer le bouchon avec son couteau de service. « Non, ne l'ouvrez pas comme ça !» a crié Thiago, sa voix se brisant dans un mélange de terreur et d'épuisement. « Il y a un piège d'encre acide à l'intérieur. Zé me l'a dit. Si vous forcez, tout sera effacé pour toujours. » Silveira, dans un coin de la pièce, a lâché un rire nerveux, un son de hyène blessée. Il savait que le gamin disait vrai. Si le colonel hésitait, si le doute s'installait, ils avaient encore une chance de s'emparer de l'objet dans la confusion et de le faire disparaître. Dehors, sous la pluie battante, le bruit des coups redoublait. Zé le charpentier était en train de payer pour le silence qu'il n'avait pas gardé, traîné dans la boue par les derniers gardes fidèles à la baronne. C'est alors que le colonel a remarqué un détail qui avait échappé à tout le monde. Sous la couche de crasse et de brûlé, sur le flanc du cylindre, brillait une petite encoche en forme de croissant de lune. Exactement la forme de la médaille en bois de rose que Thiago portait autour du cou depuis sa petite enfance, le seul objet que la baronne n'avait pas jugé utile de lui voler car il semblait sans valeur. « Petit, donne-moi ta médaille. »« Tout de suite », a ordonné le colonel d'un ton qui n'admettait aucune réplique. Thiago a arraché le cordon de son cou d'un geste brusque. Ses mains tremblaient tellement qu'il a failli faire tomber le bijou dans les fentes du plancher. Le colonel a inséré la médaille de bois dans l'encoche de métal. Un déclic feutré, presque musical, a résonné dans le silence de mort de la salle à manger. La baronne Helena s'est effondrée sur sa chaise, le visage livide, ses mains s'agrippant à la nappe, comme pour ne pas tomber dans un abîme. Elle savait que le verrou du passé venait de sauter. Mais au moment où le bouchon commençait à se dévisser, révélant la lueur du parchemin intact, une explosion a retenti dans la cour. Silveira, profitant de la distraction générale, avait jeté une lampe à pétrole sur les rideaux de la véranda. Le feu, attisé par le vent furieux de l'orage, a grimpé instantanément vers le toit de bois sec et la charpente ancienne. « Si je tombe, tout brûle avec moi. Personne ne sortira d'ici avec ce papier !» a hurlé Silveira en se précipitant vers la table, son couteau de chasse brillant à la lumière des flammes. Le chaos était total. La fumée envahissait la pièce, piquante, noire, étouffante. Thiago a vu l'ombre massive du régisseur fondre sur le colonel. Tout allait se jouer dans cette seconde de feu et de sang. La vérité était enfin sortie de son trou, mais elle risquait maintenant de finir en cendres au milieu du domaine de l'anse noire, emportant avec elle le dernier espoir de justice pour l'orphelin. Le problème, c'est que dans la panique, la baronne n'essayait même plus de sauver ses terres ou son honneur. Elle cherchait un couteau de table parmi les débris du dîner. Ses yeux n'étaient plus fixés sur le document, mais sur la gorge de Thiago. Pour elle, le seul moyen de gagner désormais était de s'assurer que l'héritier légitime ne sorte jamais vivant de cette fournaise. Elle s'est levée, l'arme de fortune à la main, alors que les premières poutres enflammées commençaient à craquer au-dessus de leur tête. Silveira n'a pas eu le temps de frapper. Le colonel Brandon, d'un geste sec et précis, a retourné son pistolet et a assommé le régisseur d'un coup de crosse en plein front. L'homme massif s'est effondré lourdement dans les flammes naissantes qui dévoraient déjà les tapis. La baronne Helena, aveuglée par une haine pure, a bondi sur Thiago, mais le garçon s'est laissé glisser au sol, évitant la lame de table. Dans un dernier sursaut de courage, Zé le charpentier, libéré par les soldats de l'escorte royale, a surgi de la fumée pour immobiliser l'usurpatrice par les bras. « C'est fini, Helena !» a-t-il grondé. La grande maison craquait de partout, les poutres de cèdre hurlant sous l'assaut du feu. Le colonel a saisi Thiago par l'épaule et les a tous poussés vers la sortie, alors que le toit s'effondrait derrière eux dans un fracas d'étincelles et de poussière. Sous la pluie battante de la cour, devant les travailleurs rassemblés et les notables pétrifiés, le colonel a enfin déplié le parchemin extrait du cylindre. Sa voix a couvert le grondement du tonnerre. «
Cet acte portant le sceau impérial prouve que le domaine de l'Anse Noire appartient de plein droit à Thiago, fils unique du propriétaire légitime, et que cet enfant a été affranchi par son père bien avant ses crimes. La baronne Helena, couverte de suie et trempée par l'orage, a vu ses bijoux, ses terres et son faux titre s'évaporer dans la boue. Les fers qu'elle réservait aux autres ont été refermés sur ses propres poignets. Elle et Silveira ont été emmenés vers les cachots de la ville, sous les huées de ceux qu'ils avaient opprimés pendant des années. Thiago, debout sur ses terres enfin retrouvées, serrait contre lui le morceau de jacaranda brûlé, l'objet que son père avait transformé en une arme de justice posthume. Abonnez-vous. Ici on tire sur ce qu'ils ont essayé d'enterrer pour que la vérité ne dorme jamais. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous que quelqu'un dans ce domaine savait tout depuis le début, ou est-ce que tout le monde a simplement choisi de faire semblant pour survivre? La baronne pensait que son statut la protégeait de tout, même du sang qu'elle avait versé. Elle a oublié que même l'objet le plus insignifiant, une simple chaise brisée, peut porter le poids écrasant de la justice. Le mépris aveugle finit toujours par trahir son maître.